Il est certain que, pour diverses raisons, l'œuvre littéraire de Jean-Marie Amédée Paroutot n'a pas la notoriété qu'elle mérite. L'époque d'après-guerre où elle parut en est la cause, et aussi les hasards des faillites de maisons d'édition, et aussi l'éloignement de Limoges par rapport au Bombec de Paris, et aussi peut-être le tempérament très modeste, un peu rugueux de l'auteur. Comme disait Valéry, toute œuvre commence par la faute de l'avoir fait connaître. Et certes, Paroutot n'a pas commis cette faute-là, et l'écrivain limousin Paroutot est un quasi-inconnu, même si le pape du surréalisme, Breton, école à laquelle on a souvent rattaché l'œuvre de Paroutot, donc même si Breton lui-même a reconnu la valeur et la dite de l'œuvre de Paroutot. J'ajoute à propos de cette notoriété une petite anecdote. Pour préparer cette conférence, je suis allé à l'école maternelle Jean-Marie Amédée Paroutot, à Limoges, pour interroger les enseignants, le personnel de service, des parents venus chercher leurs enfants, sur ce monsieur dont le nom était inscrit sur la façade. Qui était-il? La réponse était quasi unanime, personne ne le connaissait. Sauf un instituteur, pardon, un professeur des écoles, qui croyait savoir que ce monsieur était un avocat qui avait légué toute sa fortune à la ville pour que la ville construise cette école. Bien. Personne n'est prophète en son pays, Paroutot moins que personne, sans doute. Mais je me demande si j'avais posé les mêmes questions sur le personnage éponyme en traversant la rue. De l'autre côté, c'est le lycée Renoir. Je me demande quelle réponse j'aurais eue. Toujours est-il qu'on peut se demander si cette absence de notoriété est bien grave. Dans une époque où le moindre présentateur de météo télévisée est désigné comme une star. Alors appliquons donc plutôt à Paroutot cette parole de Confucius: le malheur n'est pas d'être méconnu des hommes, mais de les méconnaître. Et entreprenons donc ensemble de mieux connaître Jean-Marie Amédée Paroutot et commençons par l'écouter nous parler de lui-même. Il a écrit ceci: « J'aime la mer et m'en aller sur un petit bateau, fumer la pipe, Mozart et Bach, le jazz Nouvelle-Orléans, la danse classique, même avec Béjart, bien sûr. Je ne cherche jamais à obliger les autres à penser comme moi, sauf dans mon métier, ce qui est autre chose, et j'ai horreur de la propagande où qu'on cherche à me convaincre. Cela fait que j'aime les vieux films et seulement certains nouveaux. J'aime au cinéma ou au théâtre ou au concert pouvoir quitter la séance si j'en ai envie, assez souvent. Je n'aime ni commander ni obéir. J'aime voir un match de rugby sans être intéressé par le résultat. Vermeer, mais aussi Nicolas de Staël et aussi Klee, Kandinsky et d'autres. Je n'aime pas les grosses ficelles en littérature, je n'aime pas le déshabillage sentimental ou psychologique, ce qui fait que j'ai eu quelque mal à écrire tout cela. Écrire tout cela, dit-il, ce ne sont pas seulement ces quelques lignes autobiographiques, mais considérons que c'est toute son œuvre et entreprenons donc d'y pénétrer. Et je commencerai mon exposé en imitant le cynisme froid que manifeste souvent Paroutot dans ses œuvres. Et donc je dirais ceci: débarrassons-nous de Paroutot. Je traduis: expédions au plus vite la partie biographique que doit plus ou moins comporter tout discours sur un écrivain et passons à l'essentiel de notre sujet, c'est-à-dire l'œuvre. La vie de M. Paroutot est loin d'être sans intérêt, mais je suppose que certains d'entre vous la connaissent. Et puis, si besoin est, un coup d'œil sur un quatrième de couverture ou un clic sur Internet donnera tous les renseignements existentiels souhaités. Et je m'en tiendrai donc à quelques rapides indications, ce qui ne signifie pas, je le répète, que la vie de cet homme bien, cet homme de bien, eût été sans intérêt. D'ailleurs, je peux vous renvoyer à ce propos
à cette excellente présentation qui a été faite et qui est disponible au fond de la salle, qui a été faite en 2003 par M. Deglan et qui figure donc dans ce cahier Robert Margerie consacré à Paruto. Jean-Marie Amédée Paruto est donc né à Limoges en 1912, de parents instituteurs, et fut orphelin dès 6 ans, son père ayant été tué à la fin de la guerre de 14. Nous y reviendrons dans un passage très important de son œuvre. Il a passé son enfance à Saint-Léonard. Les enfants du rail, qui également sont à votre disposition, racontent des épisodes de cette enfance. Il a fait des études excellentes à Gay-Lussac, où, jeune interne, il a découvert à la fois les lettres, les maths, l'amitié et le rugby. La maladie l'a empêché, juste après le bac, de viser à une grande école scientifique comme Polytechnique, et il fera donc son droit à Poitiers. Belle carrière d'avocat ensuite à Limoges, avec en parallèle toute une part de son temps consacrée à des activités journalistiques et socio-culturelles, et particulièrement à la Fédération des œuvres laïques, qu'il a animée et dirigée d'une façon extraordinairement efficace pendant quasiment un quart de siècle. Et puis, en décembre 1978, il devait s'y attendre, il est mort. Parce que dans la vie, c'est comme pour l'Allemagne ou le Portugal au football, à la fin, c'est toujours la mort qui gagne. Toutefois, pour bon nombre d'individus, même si ce n'est pas pour tous, il y a une vie avant la mort. Et même pour certains, particulièrement intéressants, une double vie. Et Paruto a mené cette double vie. Car, dans les marges de son apparente existence de notable, installé dans sa profession, sa famille et son milieu, Paruto écrivait chaque jour le contrepoint grinçant d'une harmonie de façade. On peut dire Maître Paruto et Mister Jean-Marie Amédée, en quelque sorte. Et c'est vers cet à côté que nous allons nous diriger, vers cette obscurité qui, je crois, éclaire l'homme authentique, plus que tout savoir biographique. Paruto fut un homme d'action, il l'a montré en maintes circonstances, mais la formule de Gramsci me semble lui convenir parfaitement, pessimiste dans la pensée, optimiste dans l'action. Et quelle noire pensée agitait donc Paruto. Et suivant les conseils, à mon avis, judicieux du philosophe Lévinas, je ne chercherai pas, en lisant Paruto, ce que veulent dire ces textes, mais plutôt ce qu'ils peuvent dire. Et pour nous guider dans cette démarche, visant à établir combien Paruto est un écrivain authentique, j'ai choisi 3 de ses personnages. Alfred de Roca, le père Blaise et Raned. Et c'est pourquoi j'ai intitulé cet exposé « En quête d'auteur, 3 personnages ». Si le technicien me voit, j'aimerais qu'il envoie une petite musique, parce qu'il y a des musiques qui doivent illustrer, des musiques qui plaisaient à Paruto, mais le technicien est en pleine discussion avec l'organisatrice. Et donc, je crois qu'il se... Voilà. Alfred de Roca, dans Le Pays des eaux et dans d'autres textes, est un personnage récurrent de Paruto. Est-il l'auteur lui-même? Ça, c'est l'éternelle question, la sempiternelle question sur la part du créateur dans la créature. Et la réponse, après tout, n'est pas très importante. Plus intéressante serait cette autre question. Alfred de Roca est-il nous? Ou plutôt, formule-t-il des interrogations? A-t-il des comportements qui pourraient nous éclairer sur nous-mêmes et sur le monde? Ou au contraire, ce qui serait encore plus enrichissant, peut-il rendre notre environnement et notre esprit moins immédiatement saisissables, plus chargés d'ombre et de mystère? Et je crois que
Alfred de Roca peut être ainsi utilisé, comme une sorte de révélateur un peu ambigu, un révélateur au sens photographique du terme. Paruto procède par aphorisme, par courtes séquences, dressant le portrait d'un être qui, à la manière d'un esthète, veut se confronter à la plus grande diversité possible des expériences, veut y manifester toujours sa personnalité étrange, au prix d'extravagance, d'incongruité. Il veut contraindre son être à atteindre à une forme de perfection avec une sorte de férocité. Le mot est de lui. Que ce soit dans la connaissance des mathématiques, la constitution de collections bizarres ou la fréquentation très assidue des cérémonies mortuaires. On peut penser à Gide, on peut penser à Valérie avec ce Paruto-là. Et puis on peut penser à ce personnage décadent de Huysmans, des Esseintes. Je vous lis quelques passages du Pays des Eaux, et d'abord l'ouverture. Alfred de Roca était le seul homme que je connusse qui ait su se détacher parfaitement de sa mère, au point qu'il pouvait penser sa mort et la désirer, pour voir, juste avec la petite peur qu'on a de souhaiter la mort d'un étranger, mais sans rien de l'horreur qu'inspire habituellement ce sentiment. Un autre passage. Alfred de Roca aimait à poser brutalement cette question dans les maisons où il fréquentait. Combien de fois par jour pensez-vous à la mort? Les gens souriaient, gênés. Plus encore lorsqu'il ajoutait à la vôtre, bien sûr. Il me confiait ensuite: à chacun sa réponse, suivant le sentiment qu'il a de la durée. Et enfin, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse donner, c'est de confier son cœur. Il ne s'agit point d'une figure de rhétorique. J'ai dit à quel degré de perfection y sont parvenus médecine et chirurgie. Celui qui veut confier son cœur se rend dans une clinique spécialisée. Là, on lui ouvre la cage thoracique et le chirurgien retire le cœur, aussitôt remplacé par un appareil qui pompe et refoule convenablement le sang. Le cœur libéré est alors placé dans un bocal rempli de sérum physiologique où il continue de battre régulièrement. L'opération n'est pas dangereuse, mais il est évident que la personne privée de son cœur est immobilisée aussi longtemps qu'il plaît à l'autre. Celui ou celle à qui l'on a confié son cœur peut, en voyant vivre ce miracle, mesurer la confiance qui lui est faite. Chez les grands séducteurs, les femmes dites fatales, on peut admirer ainsi des collections de cœurs qui sont les preuves palpitantes de leur puissance. De Roca est en quête, dit-il, de spiritualité, ce qui signifie pour l'auteur que l'un des plus grands dangers qui nous guettent, c'est de n'être rien, de n'être pas, de n'être qu'un de ces personnages à la Magritte, cet homme au chapeau noir et au par-dessus. Ce n'est pas sans raison que l'on a dit que la lecture de Paruto nous transportait souvent dans les univers à la Kafka. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais cet univers effrayant d'être plus ou moins déshumanisé, dépourvu d'individualité, que l'on trouve chez l'auteur du procès, on en rencontre aussi l'angoissante éventualité chez Paruto. Être en quête d'individualité signifie qu'il faut s'efforcer, par le moyen de ces expériences dont je parlais, de devenir soi-même, par une double conquête. La conquête de soi face à autrui et la conquête de soi face à de grandes questions que tout homme éveillé est conduit à se poser un jour, puis toujours. Tout homme éveillé, c'est-à-dire tout homme qui n'est pas ce robot somnambule de Kafka passant au travers des mystères du monde sans jamais ni les comprendre, ni même les interroger. Une petite scène du Pays des Eaux illustre cette double conquête dont je viens de parler. Je cite: « Il voulut un duel avec l'insulteur de sa mère.
Mais son adversaire était un pleutre qui, sur le terrain, fit des excuses. Les témoins eurent alors le plus grand mal à retenir Alfred de Roca. « Me priver ainsi de cette mort que je pouvais donner sans risque !» Ne nous attardons pas sur l'ironie de ces quelques lignes, ironie que Paruto manie presque constamment et qui vise à établir entre lui et le texte, et entre le texte et nous, comme une distance propre à l'exercice du jugement. Le cadre traditionnel et désuet du duel, de plus pour l'honneur bafoué d'une mère, de plus contre un adversaire qui se confond en excuses, pour le plus grand dépit de celui qui comptait bien lui régler son compte facilement, parce qu'à vaincre sans péril, on en triomphe d'autant plus joyeusement. Donc cet environnement ironique donc, ne doit pas nous cacher qu'il s'agit de montrer là que l'affirmation de soi est une entreprise aussi nécessaire que dangereuse. Et l'affirmation de soi passe par la confrontation aux autres, mais aussi par la réflexion sur la mort. C'est elle le sujet, toujours dans l'œuvre de Paruto. Elle, au premier plan, ou elle souterraine, elle fascine, elle repousse, elle suscite la curiosité ou le dégoût plus souvent que l'effroi, et paraît toujours comme l'énigme essentielle. Je cite. Les Kurdes ont un proverbe. Tant que tu es là, la mort n'y est point. Quand la mort est là, tu n'y es plus. Pourquoi gémir? Dans ces moments de terreur, Alfred de Roca me disait, je le cite, mais après. Voilà un de ces passages où Paruto, de façon très économique, je le cite, mais après, pose en même temps une question fondamentale et son corollaire pour l'écrivain. Quelle attitude avoir vis-à-vis de la mort et à quoi sert l'écriture? La philosophie, la littérature peuvent-elles permettre d'apprivoiser la mort? Peut-on s'exercer à elle? Oui, Montaigne ou Pascal ou les philosophes anciens se sont affrontés à cette interrogation. Mais dans ces quelques lignes modestes, Paruto la retrouve à son tour, nous place devant elle. Et lui qui écrit prolonge sa réflexion par ce « mais après ». Si l'écriture est un moyen de voir plus clair dans la vie, si l'écriture permet d'exposer avec une certaine rigueur quelques-unes des plus vives angoisses de l'existence humaine, permet-elle toutefois de parvenir à davantage de clairvoyance et de sérénité? Et Paruto ne répond pas en homme moderne qu'il fut, réticent devant les séductions des illusions consolatrices, sensible à l'angoissante absurdité du monde. Le beau texte autobiographique qu'il a écrit en 1936 et qu'il a intitulé « La mort » expose clairement ces sanglantes mathématiques qui ordonnent notre destin, selon la formule de Camus. Et ce terme mathématique convient bien à cet admirateur de Valéry que fut Paruto. Le texte figure en ajout final au Pays des eaux, donc ce livre consacré à De Roca, dans Fragments d'un journal. Nous y reviendrons à 2 reprises. J'avais 10 ans quand j'ai compris la mort. Mon père, tué en 1918 sur le front belge, avait été enterré à Poperinge. Voyez les Flandres près de la côte plate et un immense champ dans la plaine, immense, un champ planté de croix, le cimetière militaire de Poperinge. Depuis 3 ans, nous allions avec ma mère chaque année sur la tombe, filial lien. Et l'État, magnanime, nous accordait pour cela une réduction sur les chemins de fer. Et puis un jour, après des sollicitations, des démarches, nous avons obtenu l'autorisation de le faire revenir. Faire revenir ce corps pour l'enterrer près de chez nous, dans cette terre que, fils de paysan, il avait aidé à cultiver autrefois. Nous sommes partis. Je ne comprenais pas très bien alors, mais on avait dit à ma mère qu'il valait mieux assister à l'exhumation
des erreurs pouvaient se produire. Des erreurs, comprenez cela. Pleurer sur un autre cercueil. Nous sommes partis. Je saute un passage sur lequel nous reviendrons. Sur la route du retour, un camion nous a dépassés. Un camion de l'armée belge, il y avait dessus des cercueils empilés les uns contre les autres, 4 rangs superposés qui tressautaient sur les rudes pavés. Des morts qui partaient vers leur terre à eux. Nous étions là, ma mère et moi, stupidement plantés sur le bord de la route, sans larmes maintenant. Nous sommes repartis. Je me souviens de mes souliers blanchis par la poussière du trottoir de terre battue. Nous sommes repartis en pleurant. Vivre. À chaque fois que j'ai relu ce texte, très émouvant, j'ai un peu regretté cette dernière phrase « Nous sommes repartis en pleurant, vivre ». Elle m'a semblé un peu superflue, un peu trop insistante, ce qui est rare chez Paruto. Et il faut croire qu'il tenait particulièrement, parlant de lui, et très certainement de sa conception de l'homme, qu'il tenait à rapprocher ces deux termes que parfois, trop légèrement, on disjoint, pleurer et vivre. L'écriture resserrée de ce texte, presque pauvre à première vue, dans son refus, par exemple, des adjectifs, avec ses images morbides et parlantes, son attention aux petits faits, étrangers d'apparence au récit, mais qui en réalité en accentuent la force par le décalage qu'ils introduisent. Ce style, donc, concourt à la modernité de Paruto. On pourrait presque ici évoquer Beckett ou Camus, à nouveau, quand ceux-ci parlent de la terre grasse des cimetières, du pourrissement des corps et de la vie qui existe toutefois. Mais non pas la vie triomphante à la Camus chez Paruto, la vie désespérante à la Beckett. D'ailleurs, comme Beckett dans Fin de partie, Paruto rapproche pleurer et vivre. Je cite Beckett, très bref dialogue. Que fait-il? Il pleure, donc il vit. 5 mots dans Fin de partie. Il pleure, donc il vit. Sur ces 5 mots, on peut bâtir une œuvre qui embrasse l'homme tout entier. 5 mots qui sont très représentatifs de la modernité, et l'œuvre de Paruto s'inscrit absolument dans cette modernité-là. Et c'est pourquoi, sans doute, il s'est amusé à cet exercice très symptomatique de la littérature du XXe siècle, la réécriture des mythes, on pourrait presque dire leur démolition. Toujours dans le pays des eaux, sous le titre mystérieux de T, la lettre majuscule, on peut lire un conte qui commence ainsi, je cite. « Voici la collection des merlins, dit le chef tueur. J'ose affirmer qu'il y en a pour toutes les forces et pour toutes les tailles. Je n'ai jamais cru aux merlins pointus qui ont la prétention de défoncer les os du crâne. Il suffit d'une minime erreur pour qu'ils glissent, ou bien que la bête fasse le moindre mouvement. Mais cela, évidemment, dépend de votre façon de frapper. » Au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire de ce champion que l'on arme pour une épreuve, on s'aperçoit que l'on est en train de relire le mythe de Thésée. Mais Ariane n'a pas de fil, et Thésée n'a ni grandeur ni amour. Le mythe tourne à la dérision, à la désillusion. Thésée empoche la prime du vainqueur, gagne l'oreille du taureau abattu et s'en va. Et voilà comment, des sommets de la tragédie, on descend vers une vulgaire corrida. Ah, j'ai peur qu'il y ait une disparition brutale dans la cabine. Ah non. Encore une musique aimée par Paruto. Descendre. Voilà un terme que l'on ne peut éviter quand on lit Paruto, chez lequel abondent les images de glissement et de chute, et chez lequel même le sol des pays peut soudain s'effondrer et s'ouvrir sur des gouffres.